Vous allez voir que déjà dans les constats, on se dit qu'il y aura une place pour le TP. 40% des cancers sont évitables et c'est dû à des facteurs de risque, donc à des comportements qu'il faudrait changer. Et là, on se doute qu'évidemment, il peut y avoir une place pour l'éducation thérapeutique. C'est aussi le fait que 2 personnes sur 3 souffrent de séquelles 5 ans après le diagnostic d'un cancer. Et on se doute que là encore, pour la prévention, pour le traitement de ces séquelles et le vivre avec, ça peut avoir évidemment une place. Et puis, il y a des cancers dits de mauvais pronostic sur lesquels il y a beaucoup d'efforts à faire pour améliorer le taux de guérison, mais on verra que ça n'exclut pas d'offrir aussi à ces patients l'accès à de l'éducation thérapeutique. Pour répondre à ces constats, il y a des enjeux qui ont été résumés en 4 axes. On en a vu 2 tout à l'heure. Il y en a 2 autres. Le premier sur la prévention et puis le dernier sur, en gros, le traitement des inégalités. On en reparlera. On a dans cette stratégie décennale fixé des objectifs chiffrés, pas forcément simples et immédiatement atteignables, mais il y avait l'idée de mettre voilà, un petit peu de défi collectif pour nous tous en cancérologie, sur la réduction des cancers évitables, sur l'augmentation du nombre de dépistages, et on sait qu'on n'est pas forcément les meilleurs dans notre pays pour le dépistage des cancers par rapport à certains de nos collègues européens, sur la réduction des séquelles et sur l'amélioration du taux de survie de ces cancers de mauvais pronostic. Alors, je ne vais pas vous dérouler évidemment axe par axe chacune des mesures, mais j'ai quand même gardé ces diapos de présentation. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en rouge dessus les chapitres qui peuvent embarquer de l'éducation thérapeutique. Donc évidemment, en prévention, ça va être quelque chose d'important que d'avoir une place pour l'éducation et l'éducation thérapeutique. Mais c'est encore plus vrai dans l'axe 2 sur la limitation des séquelles et la qualité de vie. Donc il y a des mesures spécifiques, on va le voir, mais il y a vraiment un enjeu à intégrer le patient, à amener le patient dans cette codécision, dans ce meilleur consentement éclairé, et ensuite, une fois qu'on a fait cette décision, eh bien, dans le suivi de son traitement et dans la participation complète en tant que membre. C'est plus le patient au centre et puis l'équipe autour, c'est le patient qui est dans le cercle avec nous. Et donc, c'est vraiment cette dimension que l'on veut pousser, avec aussi le patient et son entourage. C'est pour ça qu'il y a la rubrique aidant. Et cette rubrique aidant, elle est importante parce que des programmes d'éducation thérapeutique qui intègrent ou qui sont à destination des aidants, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait voir développer. Alors, il y a des chapitres que je n'ai pas spécifiquement mis, mais par exemple, le retour à l'emploi, il peut en bénéficier aussi. Enfin, voilà. Mais ceux déjà dans lesquels on a une mention assez explicite, c'est ceux-là. Et il y a donc cette mesure qui a été citée sur l'amélioration de l'information des patients au temps fort du parcours et le développement des programmes d'éducation thérapeutique. Donc elle a l'avantage de faire apparaître le mot éducation thérapeutique. Mais au-delà des programmes, c'est vraiment la question de la posture des soignants à tous les moments et notamment au moment de l'annonce. Et donc c'est cette idée dont on est de plus en plus convaincu, et ceux d'entre vous qui l'ont expérimenté, une fois que dans un établissement, les infirmières d'annonce ou de coordination sont formées à l'éducation thérapeutique, la première chose qu'elles font, c'est de déconstruire ce qu'elles faisaient avant en annonce pour le changer au vu de leur nouvelle posture vis-à-vis des patients. Et donc, on est vraiment convaincu, et on va le porter dans la stratégie, on va voir, on n'a pas encore tout écrit sur comment on va l'expérimenter, mais il y a vraiment cette idée que connaître le patient avant de connaître sa maladie est probablement quelque chose qui doit être notre nouvelle façon de travailler, et que donc ce qu'on appellerait un bilan éducatif, un diagnostic éducatif partagé dans un programme, finalement, ça a à se retrouver presque pour tous les patients dans ce préalable à l'annonce, parce que cette annonce, si on ne veut pas qu'elle soit simplement plaquée sur le patient, il faut qu'elle intègre ce qu'il est, et donc il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on se soit présenté à lui, et donc c'est vraiment cette idée que dans assurer l'information, on n'est pas dans de l'information descendante, mais on est bien dans l'idée d'une information qui peut être reçue et non pas simplement émise. Et donc, il y a vraiment cette idée-là. Alors, lors de l'annonce et lors de ce qu'on appelle la fin de traitement, pourquoi ? Parce que dans la stratégie, il y a l'idée que l'annonce, avec son temps médical, son temps d'accompagnement, la mise à disposition des soins de support, etc., eh bien, elle puisse être revue à l'identique, ou presque, en tout cas en miroir, en fin de traitement, pour aussi se dire que quand on entre dans cette période-là, on va avoir besoin à nouveau de recueillir les besoins, l'évolution du patient et de ce qu'est son parcours de vie et pas seulement son parcours de soins. Et on est même en train de préfigurer l'étape d'après, qui est de se dire à l'annonce de la guérison, et notamment pour le suivi long terme en pédiatrie, probablement qu'il y a un dispositif assez proche à inventer. Ça veut donc dire qu'il va falloir
dans cet axe 2 qui est sur les séquelles, considérer que cette éducation thérapeutique, elle repose sur à la fois cette annonce, mais aussi sur l'idée qu'on va informer le patient de ce que peuvent être ces séquelles, qu'on va l'amener à être capable de repérer des éléments d'effets indésirables en avance et à être capable de mettre en place des compétences, on le disait, voilà, d'auto-soin, d'adaptation, pour vivre au mieux ces séquelles si elles ne sont pas évitables. C'est évidemment dans une démarche ville-hôpital, l'objectif n'est pas de tout recentrer sur le lieu de soins et de faire revenir les patients en permanence, et ça doit être évalué régulièrement. Il y a une autre action qui est celle sur les aidants, puisque je le disais, on a vraiment cette volonté que ça touche les aidants. Donc c'est à la fois d'intégrer les aidants dans l'annonce, dans les temps de coordination, c'est de se former à ce qu'est le dialogue avec des aidants, à ce qu'est faire passer des messages à un aidant en accueillant, là encore, sa singularité, sa maturité dans la découverte de ce qu'est le temps du patient, le temps du soin et son temps à lui d'aidant, et les trois ne sont pas toujours synchronisés. Donc c'est des informations très pratiques, mais c'est aussi d'accompagner tous ces temps-là d'action éducative. Ce n'est pas forcément que des programmes, c'est vraiment cette posture qui va permettre de rentrer en relation avec cet aidant et de l'amener à exprimer des choses qui vont aussi permettre d'agir, par exemple de mettre en place un soutien psychologique qu'on a fortement inscrit dans la stratégie, mais pour que l'aidant l'accepte, il faut arriver à mettre autour de lui un contexte favorable, et une posture éducative peut y aider. Pour les cancers de mauvais pronostic, vous le voyez, alors j'ai laissé la recherche à part, parce qu'on parle plutôt de recherche fonda et translationnelle dans ce chapitre-là, mais il y a aussi de la recherche en sciences humaines et sociales pour comprendre les déterminants de l'action de l'ETP, donc qu'on recommande. Mais pour le reste, vous voyez, tout ou presque dans cet axe peut être concerné à un moment par des actions ou des programmes d'éducation thérapeutique. Alors il y a des mesures plus spécifiques, comme celle-ci. Celle-ci, en fait, c'est l'idée de se dire, on a deux types de patients qui ont des cancers de mauvais pronostic, finalement. On a cette espèce de majorité qui a un cancer de mauvais pronostic et qui va vivre le mauvais pronostic, qui va décéder de son cancer. Et pour cela, on a un enjeu d'intégration précoce des besoins, des souhaits des patients dans l'idée de ce parcours de mauvais pronostic, et avec ce qu'ils peuvent en admettre et ce qu'ils peuvent en comprendre aux différents temps du parcours. Et là, on a un enjeu de leur amener des soins de support, de leur amener des soins palliatifs, y compris quand ça a prouvé que ça pouvait améliorer non seulement leur qualité de vie, mais même éventuellement leur durée de survie. Et pour ça, il faut être dans une posture, dans une ambiance, d'avoir développé des capacités relationnelles qui permettent de se mettre au niveau des patients, de ce qu'ils vivent à ce moment-là, de cette annonce particulière. Et ça passe aussi par des éléments d'éducation thérapeutique. Et dans ces programmes de soins de support, évidemment, on va avoir besoin de ces programmes de soins de support parce qu'on a un temps court, parce que tout ça est très perturbé dans ces parcours de cancer de mauvais pronostic, et bien qu'ils soient particulièrement pertinents, particulièrement efficaces, notamment parce que ces parcours, on sait que c'est ceux qui sont marqués par le plus de ruptures de parcours, par le plus de passages aux urgences, par le plus de difficultés imprévues. Et donc, plus on va amener les patients et leur entourage à être capables de participer à la gestion de ces moments, et moins ces ruptures seront fréquentes et moins elles seront difficiles. Et puis, pourquoi on a mis un mot sur les facteurs de risque ? Parce qu'on veut aussi penser qu'il y a des patients qui ont un cancer de mauvais pronostic et que l'on va guérir de ce cancer de mauvais pronostic, qui vont avoir une survie prolongée malgré ce mauvais pronostic initial. On espère bien qu'ils vont même être de plus en plus nombreux, et on sait que ces patients-là, ils sont arrivés dans un cancer de mauvais pronostic pas pour rien. Dans la liste des cancers de mauvais pronostic, on retrouve comme par hasard des cancers particulièrement dus aux facteurs de risque évitables et notamment au tabac. Donc c'est des patients qui ont des comorbidités, c'est des patients qui ont un risque de second cancer qui est plus important que les autres, qui ont un risque cardiovasculaire, qui ont un risque d'autres maladies plus importants que les autres. Et donc cette prévention secondaire, elle doit aussi passer par des temps d'éducation thérapeutique chez ces patients, et on voudrait que ça ne soit pas oublié. Il y a un dernier axe qui est important, qui est cet axe sur le traitement des inégalités, quelles qu'elles soient, les inégalités par les âges extrêmes de la population, les inégalités territoriales, et cet axe embarque aussi des dimensions transversales, la gestion de crise, on parle aujourd'hui de ce qui se passe dans la pandémie, mais aussi les données et l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est cette mesure qui dit, là encore, qu'on va adapter l'information aux personnes en fonction de leur état,
avec l'accès à une information adaptée et compréhensible pour tous. Et dans la liste, il y a le TP qui est cité, donc en imaginant bien que les programmes d'éducation thérapeutique, ils peuvent s'adapter, alors on le disait tout à l'heure, ils peuvent s'adapter au distanciel, ils peuvent s'adapter à l'âge et à la fracture numérique, encore que on voit qu'elle se réduit de plus en plus, on vient de passer à la commande en ligne des tests de dépistage colorectal, et on a eu les satisfactions de voir que dans la tranche d'âge la plus élevée, 63-74 ans, on avait quand même cette tranche d'âge qui était fortement représentée, plus de 35% des commandes, donc ça veut dire que voilà, c'est en train de venir de plus en plus, mais on a quand même la question des patients qui ont des difficultés, qui n'ont pas un niveau de littératie en santé leur permettant d'accéder à un programme d'éducation thérapeutique. Et puis, accéder à un programme d'éducation thérapeutique, c'est aussi souvent se confronter au groupe, ce qui peut être difficile pour des gens qui ont par ailleurs des pathologies psychiatriques, par exemple, et des difficultés de communication. Donc c'est vraiment de prendre en compte tout cela, et dans les actions que l'on va lancer pour la lutte contre les inégalités, c'est à chaque fois intégrer cette dimension des soins de support, de l'éducation thérapeutique. Donc les enjeux, vous l'avez compris, c'est d'autonomiser les patients, on l'a dit, pas pour les laisser dans la nature, bien pour les intégrer dans l'équipe et pour qu'ils participent autant que possible au choix éclairé et partagé des options thérapeutiques. Ça, c'est le premier temps. Il nous paraît extrêmement important et pour l'instant un peu délaissé du champ de l'ETP qui se place souvent après, une fois qu'on a tout choisi, tout cadré, ça y est, vous avez telle thérapie orale, là, il y a un programme. Par contre, au début, quand vous aviez besoin d'avoir des connaissances sur ce que c'est le cancer, qu'est-ce que c'est les options, là, il n'y a pas forcément une offre. Alors, c'est plus difficile à concevoir, on est d'accord, mais justement, c'est l'ambition. C'est évidemment de réduire les séquelles. Alors réduire les séquelles parce qu'on les aura mieux prévenues, parce qu'on les aura mieux détectées, parce qu'on aura mieux agi, parce que le patient aura été un partenaire. C'est améliorer la qualité de vie, notamment pour les cancers de mauvais pronostic. Et puis, c'est s'assurer que voilà, toutes ces populations, y compris les plus vulnérables, ont un parcours qui leur permet de limiter les pertes de chance et que l'éducation thérapeutique y participe.